Salut. Merci beaucoup d'être là. Je vais tout de suite très vite passer la parole à Bruno Ricard, qui est sous-directeur à la communication et à la valorisation des archives aux Archives de France, et pas aux Archives nationales d'ailleurs, comme il était écrit dans le programme, qui va modérer donc cette première session de la matinée, et donc appeler tout de suite nos premières intervenantes, mais je le laisse procéder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer cette première séance de la deuxième journée du colloque sur les nouvelles démocraties du savoir. Pourquoi et comment ouvrir à la réutilisation les images des collections publiques. Donc notre séance de ce matin verra se succéder des intervenants d'horizons divers et de pays divers. Et j'appelle tout de suite pour commencer Joël Farchi, qui est professeur à l'Université de Paris 1, et Marie Delataille, qui est chargée de recherche à la DGMIC, Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, dans les services centraux du ministère de la Culture, qui vont nous parler des communs de la culture, généalogie d'un parcours. Alors, sujet extrêmement intéressant. Je pense que vous êtes tous extrêmement... vous êtes impatients de les entendre. Moi-même, à titre personnel, pour avoir suivi les débats de la loi pour une république numérique d'Axel Lemaire et le fameux amendement ou les amendements sur les communs informationnels, je suis effectivement impatient de vous entendre. Merci à vous, et vous avez la parole pour 15 minutes. Je suis désolé, le temps est assez compté, donc merci beaucoup. Merci. J'appuie là-dessus, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Ça marche? Oui, ça marche. Merci beaucoup de nous donner la parole, même si nous sommes sans doute parmi les plus illégitimes dans cette salle à la prendre, cette parole, parce que nous ne sommes pas du tout spécialistes ni des images, ni des collections publiques. Et par ailleurs, nous ne sommes pas du tout militantes des licences libres. Donc ça fait beaucoup pour intervenir sur un sujet. Mais nous allons quand même le faire pour une raison assez simple, c'est que avec Marie, nous avons été amenés à travailler ensemble il y a quelques mois sur le sujet des licences libres dans le secteur culturel. Ça a donné lieu à deux sous-produits, disons. Un rapport qui a été remis au CSPLA en décembre 2017 et une version plus longue, plus universitaire, plus approfondie, disons, de ce travail qui a été publié aux Presses des Mines en février 2018, qui est ce bouquin-là, qui s'appelle « Libres petits-enfants du numérique » et auquel je vous renvoie si nous n'avons pas le temps, évidemment, de tout expliciter en 15 minutes. Alors, nous allons procéder en 3 temps. Je vais vous expliquer, moi, un peu la généalogie. C'était le titre, mais finalement, ça ne sera qu'une partie. La généalogie du mouvement. Un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, un petit panorama sur les licences libres aujourd'hui. Et puis, Marie reviendra plus spécialement sur des applicabilités, le comment et le pourquoi dans le secteur public. Alors, sur la généalogie du mouvement, ce qu'on a appelé la free culture hérite d'une convergence de différents mouvements idéologiques et scientifiques. Et parmi ces mouvements, il y en a un qui a eu une importance plus considérable sans doute que les autres, c'est la réflexion autour de la notion de commun. Cette notion de commun, c'est essentiellement lié à un auteur, une économiste qui est Elinor Ostrom, qui lui a vraiment donné ses lettres de noblesse et qui a eu le prix Nobel d'économie pour tous ses travaux en 2009. Alors, ces travaux d'Ostrom, ils ont d'abord concerné les communs fonciers et les communautés agricoles autorégulées dans une approche historique qui était liée à une critique de la révolution des enclosures en Grande-Bretagne. Et puis ensuite, cette notion de commun qui était d'abord appliquée aux communs fonciers s'est progressivement transposée au bien informationnel et à la connaissance, notamment dans des travaux ultérieurs que Ostrom a menés avec certains de ses disciples. Alors, ce travail, ces travaux autour d'Ostrom, ils ont été extrêmement importants parce qu'ils ont été à l'origine d'un vaste mouvement de réflexion sur des formes juridiques et organisationnelles novatrices, et en particulier sur le fait qu'il y avait en quelque sorte une troisième voie dans des formes de gouvernance qui n'étaient ni publiques ni privées, et c'est ce qu'elle va appeler les communs. Donc, elle dit qu'il existe une grande variété de situations dans lesquelles il y a des faisceaux de droits, ce qu'elle appelle des bundles of rights, qui sont distribués entre partenaires et qui sont associés au partage du bénéfice d'une ressource donnée. Donc, un des grands apports d'Ostrom, c'est d'avoir essayé de dépasser la confusion entre ce qui peuvent être les caractéristiques intrinsèques d'un bien ou d'une ressource,
d'une part, et le régime de propriété qui doit y être associé d'autre part, et en troisième lieu, le mode de gouvernance de l'usage de ce bien ou de cette ressource. Alors, cette littérature autour d'Ostrom, c'est donc une littérature, comme vous l'avez compris, qui est issue d'un courant économique que sont les néo-institutionnalistes, et qui est une littérature assez théorique, et qui s'est développée sans même du tout traiter de l'outil que constituent les licences libres pour organiser la gestion des communs. Donc c'est vraiment une approche très, très théorique économique. Alors, parallèlement à ce mouvement, cette réflexion sur les communs, va se mettre en place au milieu des années 90 des premières expériences concrètes. Ces premières expériences concrètes, elles se font autour de la rencontre entre les communs et le numérique, et elles prend forme, cette rencontre, au sein d'un petit noyau d'universitaires aux États-Unis, et en particulier autour de l'université d'Harvard au départ. Et on y croise des gens comme Stallman, on y croise des gens comme Benkler, on y croise des gens comme Boyle, et évidemment comme Lawrence Lessig, qui va être le fondateur des Creative Commons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce noyau d'universitaires, qui est extrêmement actif, va se nourrir des travaux des économistes autour d'Ostrom, mais parfois ne même jamais les citer. Pourtant, on voit bien qu'il y a des influences extrêmement importantes. Par exemple, dans les travaux de Benkler sur le logiciel, il reprend cette idée d'Ostrom d'une troisième voie qui n'est ni la propriété privée ni la propriété publique. Alors, aujourd'hui, en dehors de ces sources, de ces croisements un peu de ce féconds initiaux, le mouvement intellectuel qui est à l'origine des licences Creative Commons, il ne fait que très rarement référence à ces approches néo-institutionnelles, et réciproquement, les travaux néo-institutionnels font assez peu, voire jamais, mention des travaux sur les licences libres. Donc ils s'ignorent aujourd'hui très largement, bien qu'ils aient des croisements à l'origine extrêmement forts. Alors s'il fallait retenir quelque chose des travaux d'Ostrom, je dirais 3 choses. La première chose, c'est la diversité qu'elle explique des formes possibles de gestion des ressources et la possibilité d'une troisième voie, comme je l'ai dit, entre public et privé. La deuxième chose, c'est qu'un commun peut parfois se révéler une forme d'organisation plus efficace que des organisations marchandes ou publiques. Et la troisième chose, et c'est peut-être la plus importante dans les débats actuels sur lesquels je vais arriver, c'est que certains projets paraissent plus propices que d'autres à la structuration de communs et d'une gouvernance communautaire, et que donc il ne faudrait pas, si je prolonge un petit peu cette idée, il ne faudrait pas céder à des effets de mode. Un commun, c'est une construction, ça n'est en rien quelque chose de naturel, et ça dépend aussi très largement de choix politiques qui sont des choix de société. Donc tout ne doit pas être commun et tout ne peut pas être commun. Il y a tout un débat à avoir sur est-ce que tel ou tel type de bien, tel ou tel type de ressources doit être mis en commun et pourquoi. Deuxième point, après cette généalogie, l'émergence des Creative Commons, c'est le développement des usages des licences libres dans le secteur culturel. Donc ce mouvement du libre, il a d'abord trouvé des expérimentations concrètes dans le logiciel, dès la fin des années 70, dans la science, dans l'éducation. Dans la culture, il va y avoir une volonté de la même façon de révolutionner par les usages les règles de propriété intellectuelle afin de faciliter les conditions de partage. Et l'outil qui va être utilisé pour ça, l'outil, disons, juridico-technique, ce sont ces fameuses licences libres. Ces fameuses licences libres, il y en a toute une floraison qui vont se développer dans une période très courte, puisque, en gros, toutes les licences libres qu'on trouve dans la culture se développent entre 1997 et 2001. Et puis, progressivement, pour des tas de raisons, parmi l'ensemble des licences qui existaient, ce sont les licences Creative Commons, grâce à une signalétique simple, à un caractère modulaire et à une adaptation progressive aux législations nationales, qui vont s'imposer à la fois dans le paysage juridique et dans les usages. Donc, je vais pas revenir sur le détail des options, etc. C'est un petit peu fastidieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces licences libres, et les Creative Commons en particulier, sont nés sous des auspices révolutionnaires, qui était très largement de mettre à bas la propriété intellectuelle. Et progressivement, elles se sont construites de manière complètement différente, en tentant de compléter certains aspects de la propriété intellectuelle, plutôt qu'en s'y opposant frontalement. Alors aujourd'hui, dans le bouquin, on a essayé de répertorier, même si ça pose des problèmes méthodologiques assez compliqués, les secteurs dans lesquels les licences libres étaient les plus utilisées. On a en gros 3 grands secteurs qui sont l'écrit, surtout l'écrit scientifique plus que littéraire, la photographie et la musique.
On a des utilisations dans le secteur privé et dans le secteur public. Dans le secteur public, on a des modèles économiques qui se sont construits autour des licences libres extrêmement variés, extrêmement hétérogènes, des logiques les plus mercantiles aux logiques les plus associatives et militantes. Et on a surtout un grand nombre d'intermédiaires qui se sont spécialisés dans la mise à disposition de contenus sous licence libre, et je pense par exemple à Wikipédia ou à Flickr. Donc pour ces intermédiaires privés, les pratiques ont été extrêmement diverses. Et ces pratiques, elles contrastent beaucoup avec les institutions publiques et patrimoniales qui ont des pratiques beaucoup plus encadrées. Ce qui ne veut pas d'ailleurs dire, on y reviendra je crois, beaucoup plus clair. Alors, dans le secteur public, et je vais laisser très vite la parole à Marie, la problématique est celle de l'ouverture aux usages numériques d'un vaste patrimoine commun, dont les contours restent largement à définir et qui posent des problèmes à la fois de choix politiques, des problèmes économiques de financement et bien évidemment des problèmes juridiques. La notion qui est souvent utilisée, c'est la notion de domaine public. Pour vous parler du domaine public informationnel, du domaine commun informationnel qui était dans la loi République numérique au départ. Pour désigner ce patrimoine commun, on parle souvent de patrimoine public. En fait, il y a 4 choses au moins assez différentes. Seules les 2 premières sont définies juridiquement. Le domaine public, au sens du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire ce qui n'est plus protégé par le droit d'auteur. Le deuxième aspect, c'est le domaine public au sens du patrimoine des institutions publiques, qui est régi par le Code général de la propriété des personnes publiques. Le troisième aspect, ces 2-là sont assez bien définis juridiquement. Le troisième aspect, c'est le domaine public employé par commodité de langage pour désigner les éléments qui sont présents dans l'espace public. C'est toute la polémique, par exemple, toute la discussion autour de l'exception panorama. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on pourrait appeler le domaine public volontaire, c'est-à-dire l'idée qu'un auteur pourrait renoncer à faire valoir ses droits en plaçant son œuvre de manière anticipée dans le domaine public, ce qui n'existe pas dans le droit français aujourd'hui, mais que certains appellent de leur vœu. Et donc on voit bien que ce à quoi vous allez vous intéresser, donc finalement on parle souvent de manière un peu confuse de ces 4 aspects. Ce à quoi vous allez vous intéresser aujourd'hui, c'est essentiellement le deuxième aspect. Alors ce patrimoine détenu par les institutions publiques, il implique une démarche d'ouverture qui concerne les acteurs publics, bien évidemment, de manière obligatoire ou incitative, mais il concerne aussi l'ensemble de la société, puisqu'elle encourage cette démarche, elle encourage l'ensemble des utilisateurs privés ou grand public à puiser dans les ressources mises à leur disposition, soit pour des raisons de démocratisation culturelle, soit pour des raisons d'innovation. Et je vais sans tarder, puisqu'il me reste 5 minutes, et c'est que le temps qu'on avait prévu avec Marie, lui passer la parole. Oui, pour compléter, je crois que c'est pas... C'est allumé? Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Pour compléter ce que disait Joël, effectivement, donc les licences libres, comme elle vous l'a dit, dans le secteur culturel, sont un outil juridico-technique qui est susceptible de créer des conditions qui sont propices au développement de communs de la connaissance. Donc selon nous, et après avoir réfléchi à la question dans le cadre de notre rapport remis au CSPLA, les pouvoirs publics n'ont pas à encourager ou freiner les licences libres pour elles-mêmes, pour ce qu'elles sont, mais plutôt à cerner les opportunités qu'elles représentent pour favoriser l'émergence d'un patrimoine culturel immatériel accessible à tous, de nature à développer la circulation d'œuvres, notamment collaboratives et évolutives. Donc, il s'agit d'accompagner et d'encadrer les déploiements de politiques d'ouverture dans la mesure où, dans une logique d'articulation entre la sphère des communs et la sphère publique, les licences libres peuvent participer à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de politique publique. Parmi ces objectifs, on retrouve l'objectif de démocratisation de la culture en améliorant l'accès et l'accessibilité à un certain nombre de ressources. Les licences libres peuvent aussi participer au rayonnement de la France dans le monde en développant le nombre de ressources accessibles en ligne. Elles peuvent participer au développement de passerelles entre création et consommation en encourageant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques, qu'elles soient participatives, collaboratives ou encore transformatives. Et enfin, elles peuvent participer à la stimulation de l'écosystème de la création en créant de la valeur économique, en exploitant des gisements de ressources culturelles numériques et numérisées des institutions publiques pour enrichir des services ou des produits existants, ou encore pour développer des services innovants. On peut penser à des applications de réalité virtuelle, par exemple, ou des visites contextualisées, entre autres choses. Ces opportunités, elles peuvent être saisies par des acteurs économiques privés, mais aussi par des acteurs publics.
Et on pense à un certain nombre de villes qui ont été particulièrement proactives dans le déploiement de politiques d'open data et d'open content telles que Rennes. Donc quand les licences libres sont mises au service de ces objectifs de politique publique, et en particulier d'objectifs de politique culturelle, les pouvoirs publics doivent pouvoir accompagner leur appropriation pour que ces institutions soient à même de déployer des politiques d'open content pour les ressources numériques ou numérisées qui leur sont confiées. À titre d'exemple, l'accompagnement des institutions publiques est dans une logique sans doute à moyen terme de standardisation des pratiques qui permettront aux utilisateurs de mieux comprendre les modalités de mise à disposition des ressources par les institutions. Pourrait être imaginée l'édition d'un guide pratique à destination des professionnels. C'est une des propositions qu'on formule dans notre rapport. Ce guide pratique permettrait notamment d'expliciter le cadre juridique applicable aux institutions, dans la mesure où il est aujourd'hui assez complexe et difficilement appropriable pour qui n'est pas juriste et spécialiste du droit administratif. En parallèle de cet effort de pédagogie à l'égard des professionnels, il y a sans doute aussi un travail à initier d'une part pour clarifier des objectifs qui sont parfois contradictoires entre un cadre juridique qui tend à faire de la mise à disposition ouverte la norme et parfois des contrats d'objectifs et de moyens ou des cahiers des charges qui fixent des objectifs assez ambitieux de ressources propres qui sont notamment tirés de l'application de redevances sur les ressources mises à disposition par ces institutions. De manière complémentaire, pourrait être initiée une démarche pour permettre d'identifier des leviers de génération de nouveaux revenus. Après, se pose aussi la question, en comparaison n'est pas raison, mais un certain nombre d'institutions culturelles étrangères ont développé des nouveaux modèles de revenus. Leurs modèles sont sans doute très différents du modèle français, essentiellement financé par les pouvoirs publics. Mais ces modèles de valorisation, inspirés éventuellement de ces modèles étrangers, doivent permettre aux institutions culturelles de s'autofinancer ou au moins de compenser éventuellement la perte des redevances que pourrait provoquer la généralisation des politiques d'open. Voilà.